Lousonna était d'abord en matériaux légers, torchis, bois, etc., construction traditionnelle de l'époque gauloise. Et puis à partir du 1er siècle, du milieu du 1er siècle de notre ère, devient une ville romaine tout à fait classique, réalisée de façon méditerranéenne, donc grand appareil de pierre, avec des décors exotiques qui devaient impressionner les habitants. Le rôle du lac Léman dans la naissance de l'agglomération gallo-romaine de Lousonna est fondamental. Lousonna, c'est pas seulement une baie lacustre, il faut encore une rive qui soit constructible. C'était parfaitement le cas puisque des terrasses de sable un peu surélevées par rapport à la rive permettaient l'implantation d'une ville tout en longueur, le long de la rive, une ville qui s'étendait grosso modo de la Bourdonnette au théâtre de Vidi. Pourquoi Lousonna est à Lousonna et non à Morges, à Rolle ou à Saint-Symphorien? Tout simplement parce qu'une baie lacustre se prête fort bien aux activités portuaires et surtout parce que Lausanne est sur le point de rupture de charge et sur le trait d'union le plus court entre le bassin du Rhône et le bassin du Rhin. Au 1er siècle de notre ère, nos régions se retrouvent englobées dans l'Empire romain, qui est un immense marché, avec un trafic de marchandises entre la Méditerranée et les régions du nord des Alpes, si bien que arrivent dans nos régions toute une série de produits méditerranéens destinés non pas seulement à Lousonna, bien sûr, mais aussi au nord de nos régions. Avenches, la capitale locale des Helvètes, le camp légionnaire de Vindonissa, 10 000 hommes de troupes qui gardent la frontière du Rhin, et puis au-delà, Mayence, la capitale de la province de Germanie supérieure à laquelle nous appartenons. Lousonna se développe et devient prospère principalement grâce à son activité portuaire. On y déchargeait quantité de marchandises pour être ensuite transportées par voie terrestre jusqu'à Yverdon où elles rembarquaient pour des destinations plus au nord. Ça suppose de pouvoir accoster à peu près à n'importe quelle période. Or, le lac pouvait varier de niveau de plusieurs mètres. Il était globalement plus haut qu'aujourd'hui. Il arrivait à peu près au giratoire de la Maladière, qui était l'embouchure du Flon. Les divinités principales adorées à Lousonna, l'empereur et Rome, ça c'était le culte obligatoire, mais les autres traditions locales, celtiques, romanisées et dotées de noms latins, Mercure, dieu du commerce, Hercule, artisanat, commerce, etc., et Neptune, dieu de la navigation. Ce trio-là montre bien l'importance du lac et du commerce portuaire dans l'existence et surtout la prospérité de Lousonna, bourg gallo-romain secondaire important. Je me suis intéressé aux images du XVIIe siècle qu'on trouve dans la grande topographie de la Suisse de Mathieu Mérian. Les images du bord du Léman montrent des villes qui sont des ports en même temps, par exemple Lyon, bien Vevey, mais quand on voit Lausanne, Mérian fait une carte, la fameuse carte de Mérian à laquelle on se réfère toujours, et il ne montre pas le lac. Et donc on peut penser que le lac n'avait, entre guillemets, pas d'importance pour les Lausannois, et même pour les voyageurs qui s'arrêtaient à Lausanne. Saint-Bernard passe par le Léman et le Valais, très recueilli, tourné vers lui-même et vers la prière. Arrive à Saint-Maurice, on lui dit « Alors, père, avez-vous vu le lac ?» « Comment? Quel lac ?» dit-il. Cette histoire, si elle est vraie, montre qu'au fond, il pouvait n'y avoir aucune existence pour le paysage environnant du lac et de ce que nous prenons depuis le XVIIIe siècle pour un des plus beaux paysages du monde. Au cours du XVIIIe siècle, les voyageurs anglais du Grand Tour qu'on envoyait avec un mentor pour s'instruire. Ces aristocrates qui d'abord voyageaient à rideaux fermés, en somme ils ont levé leurs rideaux, ils ont regardé autour d'eux. Et cette époque correspond à cette ouverture du regard vers le paysage qu'on parcourt ou les paysages qu'on habite. Ça correspond à peu près à Rousseau et à la Nouvelle-Héloïse, moment où s'est diffusé dans l'espace culturel européen une prise de conscience de la beauté des paysages. Dans une période à peu près concordante de cette dernière moitié, dernier tiers du XVIIIe siècle, se mettent à se multiplier les récits de voyages illustrés, de gravures coloriées de ceux qu'on appelle les petits maîtres, parce qu'ils travaillaient sur de petits formats et qui vendaient leurs gravures, notamment aux Anglais de passage. Et donc, en même temps que l'appréciation du cadre, du lieu, de la beauté du paysage environnant, il y a une représentation
et une possibilité de voir ce paysage par l'artifice de l'art et de la gravure. Une des particularités de Lausanne, c'est que ce n'est pas une ville qu'on montre ou qu'on voit dans les gravures, par exemple, mais c'est une ville d'où l'on voit. Ce qui est valorisé, c'est le panorama, c'est la vue qu'on a depuis les maisons. Voltaire, à Mon Repos, Gibbon qui décrit le jardin et en quelques mots le paysage. On sent une admiration et un plaisir, un bonheur de vivre dans cette espèce de paradis sur terre que devait être le coteau. Sans doute on peut imaginer que ces territoires viticoles où les vergers, les champs, les pâturages ont cédé la place à des maisons. Et c'est là que le foncier prend toute son importance et que la richesse qui permet d'acquérir une belle maison avec une vue devient appropriation du paysage. De cette sorte de patrimoine immatériel qui est la beauté du monde, la beauté du paysage, qui est accaparé par ceux qui peuvent se le payer. Une modification essentielle qui va prendre une importance formidable à partir de la fin du XIXe siècle. Cette valorisation de la vue a donné lieu à la construction d'immeubles de luxe, dont une partie reste inhabitée, parce que ce sont des coffres-forts. Il faudrait que les architectes valorisent ce que je pourrais appeler des sortes de villages urbains, où l'on retrouve le goût de la proximité et de la communauté dans l'habitation, et que cela remplace la jouissance privée du paysage. Il faut peut-être des architectes utopistes qui réfléchissent à ce genre de problème. Le Beau Rivage, avant d'être un hôtel, est un emplacement, une qualité paysagère, une sorte d'invention du paysage, une mythologisation de la vue. Cette vue constamment vantée sur cette côte, même si tout a changé, même si la vue est devenue imprenable, on continue de la faire valoir, qu'il s'agisse d'arguments publicitaires ou de prendre des décisions politiques. Un hôtel comme le Beau Rivage, construit en 1861, c'est pas seulement la construction de l'hôtel, c'est l'économie qui l'accompagne, c'est les aspects culturels, du tourisme. En cascade sont arrivés les aménagements des quais d'Ouchy, puis le percement du métro. La construction d'un hôtel comme celui-ci a vraiment boosté le développement de la ville de Lausanne. Une carte postale, le Beau Rivage Palace à Lausanne. L'hôtel figure au second plan. Le premier plan montre une barque chargée des pierres de Méhéry, pierres qui ont servi à la fabrique de la ville. On essaye ainsi d'occulter Ouchy comme village industrieux au profit de ce qu'il est en train de devenir un lieu de villégiature. Et puis ensuite sera qu'un quartier de Lausanne. De 1938, qui prend le risque d'être une publicité pour l'hôtel en exposant que ce que l'on voit depuis ses balcons. Hardiesse incroyable, vraiment. Une vue de l'arrière du Beau Rivage, façade qui n'est pas souvent montrée. On préfère la vue de la façade sur le lac, cet angle tellement photogénique. Ici, on voit 3 personnages décharger les poubelles de l'hôtel dans un char hippomobile système Oxner. Une manière de rappeler que derrière le calme, le luxe et la volupté, il y a aussi un tas de produits qu'il faut bien évacuer. Des pliants publicitaires des années 30, le Beau Rivage Palace dans toute sa splendeur, des jardins qui sont un peu étirés, le petit port, la surface étale du lac et puis les Alpes dans le lointain. Une telle image publicitaire rappelle les mythes helvétiques, d'une part le mythe du peuple des bergers, traditionnellement alpin, puis d'autre part une Suisse originellement lacustre. Ce dépliant pourrait inviter à des réflexions qui le dépassent largement. Tout est dit, ou à peu près, une plage de sable, les Alpes enneigées, pour nous rappeler que la Suisse peut présenter ces 2 caractéristiques simultanément. Le lac et la baignade qui ont inspiré plutôt des frayeurs jusqu'à la fin du XIXe siècle, eh bien voilà que la baignade devient bienfaisante. Donc on a ici un très bon résumé de toute cette évolution. Les corps se dénudent, se donnent à voir, y compris ceux des femmes. Et le lac est là pour accueillir une population qui a quelques loisirs et qui peut se retrouver au bord de l'eau. Le Beau Rivage, comme son nom l'indique, a été construit au bord du lac, non sans que les mêmes personnes à l'origine de cet hôtel reconfigurent littéralement les rives. On est passé de ce village industrieux, port de marchandises, à un petit port de plaisance, etc. La reconfiguration des quais, le fait d'investir dans les transports qui vont permettre aussi aux visiteurs de pouvoir accéder à cet endroit. Donc avec l'hôtel, on reconfigure une partie de la ville.
L'Union internationale des architectes a été fondée à Lausanne sur un bateau de la CGN en 1948, à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale. Ça fait partie de la politique des bons offices de la Suisse, en particulier à cette période. La Fédération des architectes suisses et la Société des architectes et ingénieurs invitent les architectes du monde entier à réfléchir à la reconstruction de l'Europe dévastée. Plus pour porter un regard vers l'extérieur, au-delà des frontières, que sur la problématique urbaine de Lausanne en particulier. Compléter l'exposition Franchir la Berge avec des travaux d'étudiants de diplôme, de master à l'EPFL était une opportunité de porter un regard critique, libre de toute contrainte pratique et d'exécution sur cet enjeu que doit relever la ville de Lausanne par rapport à ses rives. Lausanne a toujours entretenu un rapport assez particulier avec ses rives et à occuper, à habiter, à vivre les rives du bord du Léman. Aujourd'hui, construire sur le lac, gagner des territoires tels que la piscine de Belle-Rive ou le parking de la navigation serait plus possible, mais on a comblé cette partie du lac au XXe siècle pour en faire aujourd'hui un terrain vague, un parking en attente. Je trouve que la situation actuelle n'est pas satisfaisante. On y accueille certes des manifestations, le cirque, mais on voit avec par exemple l'installation de la jetée de la compagnie qui a colonisé cet endroit de manière fortuite et s'est glissé dans un interstice. Il y a un intérêt très grand de la population pour l'occupation de cette zone. C'est un des lieux de développement importants de la ville de Lausanne, non pas toujours dans une question de densification, de construire, de remplir les vides, mais au contraire de qualifier ces espaces et de les rendre attractifs. L'intérêt d'intégrer ces travaux d'étudiants, c'est de permettre d'offrir des pistes de réflexion et des pistes de rêve de ce que pourrait être ce lieu offert à la population. Il faut vraiment avoir en tête que quand on parle d'une exposition nationale, c'est faux de réduire l'événement juste au moment où il a lieu. L'événement a été attribué à Lausanne déjà dans les années 50. C'est toute une décennie qui va servir à réfléchir à l'organisation de la ville, qui va servir à poser un certain nombre de questions, qui commence déjà par où est-ce qu'on va installer cette expo qui va prendre une grande surface. Cette idée de s'installer au bord du lac et puis non seulement d'utiliser des terrains disponibles, mais en plus de créer des surfaces supplémentaires en remblayant une partie du lac. La société suisse, le monde d'une manière générale, se pose beaucoup de questions sur l'avenir. Quelles leçons on peut tirer de la Deuxième Guerre mondiale? Comment on construit un monde nouveau? Comment on construit un monde meilleur? Donc c'est tout ça qui est un petit peu incarné par ce site de l'Expo 64. Même si on voit plus beaucoup de traces de ce qu'il y avait à l'époque, il y a quand même tout un esprit, parce que c'est des choses qui peuvent être très très inspirantes au développement de la ville ces prochaines décennies. Ce site qui est choisi pour l'Expo 64 était en marge de la ville, plutôt une décharge. Tout d'un coup, il y a un renversement. Un lieu qu'on sait comme étant en périphérie de la ville devient un lieu central. La vallée de la Jeunesse, ça va devenir l'accès, un accès important au site de l'exposition nationale. Et puis pour l'exposition nationale elle-même, on a gagné des terrains sur le lac, on en a utilisé qui avaient été déjà aménagés pour des activités sportives par exemple. Ce site qui était en périphérie de la ville devient un site central du développement lausannois, de son activité. Ce projet a amené la ville à devoir se reposer un certain nombre de questions sur son territoire, quelles étaient ses frontières, quelles étaient ses limites, qu'est-ce qu'une rive, etc. Qu'est-ce que ça veut dire de emblayer une portion du Léman, de gagner sur le lac. Aujourd'hui, on a vraiment à penser la nature, l'urbanisme, le rapport au lac, le rapport à l'eau de manière globale, alors qu'on pensait que la végétation, l'eau, c'était des ressources illimitées. Le lac, c'est quelque chose qui est complètement structurant de la ville de Lausanne. Le lac donne la couleur, les saisons, le panorama, le grand paysage. Et ce qui est important, c'est que ces percées sur le lac soient préservées. C'est vraiment quelque chose qui parle au cœur des Lausannois. Les Lausannois, ils se repèrent toujours par rapport au lac. C'est le lieu où l'on va, on l'admire. Et il n'y a pas un Lausannois qui n'a pas envie d'avoir, depuis son appartement, une vue sur le lac. Et je parle vraiment de ces percées parce que dans la ville, il y a des esplanades, l'esplanade de Montbenon, il y a l'esplanade de la cathédrale où on voit le lac, on voit le grand paysage, on voit les montagnes. Mais je crois qu'aussi dans les rues, c'est important de garder ces percées. Si l'urbanisme de la ville de Lausanne est de plot, c'est pour offrir des dégagements sur le lac entre le bâti.
Le lac, c'est un lac frontière depuis le XVIe siècle. On se regarde en fait entre deux villes. On se voit de loin, on communique par les bateaux, mais autrement, Évian, ça reste quand même toujours quelque chose qui est éloigné, que l'on remarque plus la nuit par rapport aux lumières qui bordent le quai d'Évian. Je trouve assez intéressant de voir ce que fait Lausanne avec la belle d'en face. Elle est étrangère, elle fait partie du paysage, mais je ne suis pas certaine qu'on se soit beaucoup posé les questions de ce qu'on pouvait peut-être accentuer avec Évian en termes d'architecture, de vis-à-vis. Investir, je crois que c'est valoriser ce que l'on a, le trésor déjà que l'on a, dans le sens que après Expo 64, l'espace repris sur le lac est resté au public, heureusement, pour le vivre, pour être dans la nature et proche de cet élément aquatique. On aurait envie de se dire, tiens, est-ce qu'on fait un pont au travers de ce lac? Mais je crois que Lausanne, elle a eu plus de problèmes à chevaucher déjà les rivières qui ont constitué toute sa morphologie. Donc, prendre ce lac en termes de lien entre les différentes villes qui le bordent. Ce lac comme lieu de rencontre, lieu d'échange, c'est ce qu'avait imaginé l'Union internationale des architectes en 2023, de faire leur congrès sur le lac relais entre les villes qui bordent le Léman. Je plaiderais pour une architecture en symbiose totale avec la nature et les paysages. Je plaiderais pour une architecture sobre. Ça ne veut pas dire être discrète ou s'excuser d'être là, mais c'est une manière de gagner ses lettres de noblesse que d'affirmer des valeurs tout en n'étant pas ostentatoire. On a beaucoup parlé ces derniers temps de changement climatique. On voit la contribution qu'une architecture en symbiose avec la nature et les paysages peut avoir sur l'ensemble des habitants, habitantes de Lausanne. C'est bon pour la santé de préserver l'environnement et l'architecture peut largement contribuer à cela. Lausanne a déjà eu l'Expo 64 où nous nous sommes déjà agrandis sur le lac. Nous avons assez d'opportunités si nous voulons intensifier, densifier la ville sur la rénovation. On parle beaucoup de surélévation, de la densification sur les dents creuses qui existent encore. Bref, nous avons une architecture qui peut s'exprimer avec toute la créativité possible sur le reste de la ville, mais pas sur le lac. Lausanne, sans lac, ça serait une catastrophe, parce qu'on voit que dans l'équilibre d'une ville, la place de l'eau est très importante. On le sent dans les expertises qui sont faites par les architectes, par les urbanistes, mais on le sent aussi dans le cœur de la population, dans l'équilibre aussi, même en termes de santé. La présence de l'eau est vraiment très importante et sans lac, pas de Lausanne.